Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 28 septembre 2025 et au programme de ce 435e épisode, fuite de données dans les crèches Kido, le groupe Radiant menace de publier des données de 8000 enfants, il réclame une rançon auprès de la chaîne Kido, compte mail piraté, que faire ? McAfee détaille les signes d'un piratage d'email, les risques d'usurpation d'identité et les étapes clés pour reprendre le contrôle. Interpol, une vaste opération anti-cyberfraude en Afrique. 260 suspects arrêtés dans une opération coordonnée. Le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Angola sont concernés. Bookworm, attribué à Stetelli Taurus, Unit 42 établit un lien fort entre le malware Bookworm et l'APT chinois Stetelli Taurus, grâce à son framework d'attribution. Adolescents arrêtés aux Pays-Bas, 2 jeunes de 17 ans recrutés via Telegram, accusés d'espionnage pour la Russie près d'Europol. Bug d'Outlook et mails chiffrés, Microsoft publie une solution temporaire pour corriger une erreur qui empêche l'ouverture des emails chiffrés entre organisations. Bien entendu, on ne réfléchit pas, on patch. Vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site web de radiocessort.org. Un article de Blipping Computer nous informe que Microsoft signale un problème dans Outlook classique pour Windows. Les courriels chiffrés OME V2, c'est le OME version 2 de Microsoft sur le client classique, il faut bien le préciser quand même, depuis un autre tenant ne peuvent pas s'ouvrir. L'erreur affichée en clair, c'est Configuring your computer for information rights management. Toutes les versions d'Office sont touchées, mais la cause n'a pas encore été trouvée. Microsoft propose toutefois un contournement provisoire. Alors il y a 2 choix qui sont possibles. Soit on exclut les utilisateurs externes des règles d'accès conditionnelles, soit on active l'accès intertenant en faisant confiance à l'authentification multifactorielle des autres organisations. C'est juste lunaire. Quand j'ai lu l'article, c'est pour ça que je l'ai retenu. La méthode la plus simple passe par le centre d'administration Microsoft Entra. Il faut ouvrir le Inbound Access Setting, puis le Trust Setting et cocher Trust Multifactor Authentication from Microsoft Entra Tenants. Ce réglage permet aux destinataires externes d'ouvrir vos messages chiffrés, mais pour lire ceux que vous recevrez, l'autre organisation doit aussi appliquer la modification. J'espère que vous n'avez pas beaucoup de partenaires. Les équipes d'Outlook et Purview poursuivent leurs investigations et publieront un correctif dès que possible. Deux adolescents néerlandais de 17 ans ont été arrêtés lundi par la police. Ils auraient utilisé des dispositifs de capture Wi-Fi pour espionner au profit de la Russie. Selon The Telegraph, ils ont placé ces appareils près des bâtiments d'Europol, d'Eurojust et de l'ambassade du Canada à La Haye. Europol a confirmé l'incident. L'agence précise qu'aucune compromission de ces systèmes n'a été constatée. Elle souligne disposer d'une infrastructure de sécurité robuste et reste en contact étroit avec les autorités néerlandaises. Les 2 garçons auraient été recrutés via Telegram. Leur arrestation fait suite à un signalement des services de renseignement AIVD et de Télégraphe indique que l'un d'eux a été interpellé chez lui alors qu'il faisait ses devoirs. Ses parents ignoraient totalement son implication. En raison de la gravité des charges, les 2 suspects resteront en détention au moins 2 semaines. Ce cas illustre une escalade par rapport à d'autres affaires européennes. En Allemagne notamment, des jeunes avaient été payés par des agents russes pour commettre des actes de sabotage sur des infrastructures critiques. Les dispositifs utilisés, appelés des Wi-Fi sniffers ou des sniffers Wi-Fi, détectent les réseaux en écoutant les signaux radio. Ils peuvent aussi intercepter le trafic et servent souvent lors des phases de reconnaissance d'une attaque. En 2024, Volexity avait rapporté que le groupe APT28 avait exploité des réseaux Wi-Fi à distance. Cette attaque dite du voisin le plus proche aurait permis d'infiltrer une entreprise américaine via un réseau Wi-Fi d'une organisation voisine. Bref, l'espionnage a toujours existé. Alors Palo Alto, à travers Unit 42, a relié le malware Bookworm au groupe chinois Stetelli Taurus, actif depuis 2012. Bookworm est un rat modulaire observé depuis 2015. Il exécute des commandes, exfiltre des données et assure la persistance. Un chemin PDB connu avec TownShell démontre un même environnement de développement. Les 2 malwares partagent aussi une technique de chargement via un UID encodé. Alors des infrastructures de commande se regroupent, il y a les IP 103.27.202.68 et 103.27.202.87 qui ont servi à la fois pour Bookworm et TownShell. Certains chemins d'URL imitaient Windows Update avec des fautes d'orthographe. La chronologie confirme cette attribution.
Bookworm et Tonshell ont été compilés à 8 semaines d'intervalle en 2022. C'est incroyable, j'ai relu l'article plusieurs fois. C'est depuis 2022 qu'ils utilisent ça. Les cibles sont cohérentes avec des campagnes de satellites Taurus, notamment des gouvernements d'Asie du Sud-Est, et l'attribution grâce au framework de Unit 42 aboutit à un score de 58.4, établissant un lien de haute confiance entre Bookworm et satellites Taurus. Pourquoi j'ai retenu cet article ? C'est au fait que pour faire de l'attribution, c'est le côté le plus difficile, le plus délicat. Il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises privées, ce ne sont pas des entreprises gouvernementales. Ils n'ont pas les droits de police, ni de droits d'enquête réellement. Mais grâce à leur framework et aux différents artefacts qu'ils vont récupérer, on peut supposer qu'on va avoir une note qui est là jusqu'à 100 et qui va donner entre 0 et 100 une attribution possible. C'est pas mal, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'IOC, il y a des haches, il y a un vrai raisonnement qui est expliqué, à lire sans modération. Un communiqué d'Interpol sur une opération coordonnée dans plusieurs pays africains a mené à 260 arrestations liées à des escroqueries en ligne. Les réseaux criminels ciblaient leurs victimes par sextorsion et arnaques sentimentales, principalement via les réseaux sociaux. Plus de 1460 victimes ont été recensées pour un préjudice estimé à 2,8 millions de dollars. Les forces de l'ordre ont démantelé les infrastructures numériques et saisi plus de 1200 appareils dont des clés USB et des cartes SIM. Le Ghana concentre le plus grand nombre d'interpellations avec 68 suspects arrêtés et 835 appareils saisis. Les pertes s'élèvent à 450 000 dollars pour ce pays, dont 70 000 dollars seulement ont été récupérés. Au Sénégal, 22 suspects ont été usurpés l'identité de célébrités sur des plateformes de rencontres, arnaquant 120 victimes pour 34 000 dollars. En Côte d'Ivoire, 24 personnes ont été arrêtées dans une vaste opération de sextorsion impliquant près de 810 victimes, et en Angola, 8 individus ont été interpellés dans 28 affaires. Interpol souligne que ces actions prolongent les opérations antérieures, dont celle d'avril 2024 au Nigeria et en Côte d'Ivoire, qui avaient démantelé un réseau de phishing responsable de 1,4 million d'euros de pertes en Suisse. Les services de police africains alertent sur une forte hausse des cybercrimes, notamment sextorsion, compromission de courriels professionnels et rançongiciel. Bravo Interpol, ça a mis du temps mais ça fonctionne bien. Un article de McAfee qui explique comment les comptes de messagerie sont compromis. Principalement, c'est via des fuites de données, du phishing, des mots de passe faibles ou réutilisés, des malwares et l'usage de réseaux Wi-Fi non sécurisés. Les conséquences vont de la compromission d'autres comptes en ligne à l'usurpation d'identité. Les signes d'un piratage incluent l'impossibilité de se connecter, l'envoi de messages suspects à vos contacts, des règles de transfert ajoutées à votre insu ou des alertes de connexion inhabituelles. Alors, les étapes clés de récupération de votre boîte aux lettres, si elle a été comprise, et c'est pour ça que j'ai retenu l'article, parce que faire de la sensibilisation, c'est pas trop le truc de Radio C'est mais vraiment ce qu'il faut faire, vous constatez que votre boîte aux lettres a été compromise, c'est changer immédiatement le mot de passe depuis un appareil safe, sain. Mettre à jour les autres comptes utilisant le même identifiant. Se déconnecter de tous les appareils associés à cette boîte. Avertir ses contacts, activer l'authentification multifacteur, vérifier les paramètres de transfert et de récupération, surtout s'il y a des règles sur des boîtes Gmail, ce genre de choses, et analyser ces terminaux pour détecter d'éventuels malwares. Cet article a rappelé que non seulement la suppression d'un compte n'est pas recommandée, ça c'est vraiment la plus-value de l'article, car certains cybercriminels vont recycler vos adresses. Si vous constatez que votre adresse email jetable, c'est du Gmail, c'est du jetable, vous dites, ou je vois encore des adresses Wanadoo circuler, vous dites, bon, c'est pas grave, je vais changer d'adresse email. Surtout pas, parce que les attaquants vont se la réattribuer. Il est vraiment préférable de reprendre ce contrôle, de sécuriser l'accès, puis d'envisager une nouvelle adresse, vraiment si c'est nécessaire, mais avant, c'est reprendre le contrôle et détruire tout ce qui est autour. Bien entendu, McAfee, ça c'est le côté publicité, recommande l'utilisation d'un antivirus complet, d'un gestionnaire de mots de passe, qui est plutôt pas mal comme conseil, pour réduire le risque de compromission future. Un groupe se faisant appeler Radiant affirme avoir volé des données sensibles d'environ 8000 enfants de la chaîne de crèche Kido, présente au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et en Inde. Les informations exfiltrées incluraient le nom, l'adresse, les photos, la date de naissance ainsi que des données médicales et des notes de suivi. Pour prouver leur dire, les criminels ont publié sur le dark web des profils et images de 10 enfants, c'est ce qu'on appelle un échantillon. Ce groupe a exigé une rançon auprès de Kido et a menacé de divulguer l'ensemble des données. Et selon la BBC, certains parents ont également été appelés directement de sommer de faire pression sur la chaîne. Ce mode opératoire rappelle l'affaire Vastamo, en Finlande, où les attaquants avaient extorqué directement les patients après avoir volé leurs données médicales de la clinique. Kido n'a pas encore publié de déclaration officielle.
L'enquête est en cours et les parents ont été contactés pour confirmer pour confirmation et suivi. C'est juste du délire. Quand j'ai lu l'article, les cybercriminels, c'est des criminels, quoi. Ils sont prêts à tout pour récupérer de l'argent, quitte à faire chanter des enfants qui sont en crèche, quoi. On vit dans un monde merveilleux. Alors, un article du Linux Journal remonte la sortie de Python 3.13.5. C'est une 5e mise à jour de maintenance de la branche 3.13 et elle corrige plusieurs régressions critiques introduites dans la version 3.13.4. Alors pourquoi j'ai retenu cet article ? Il faut savoir qu'on utilise énormément Python dans les équipes de réponse à incidents. Et en dehors des 3 correctifs dont je vais vous détailler, il y a 3 correctifs majeurs qui ont été mis en avant. Il y a le GH 135151 qui est un échec de compilation des modules d'extension Windows. Le GH 135171 qui est une restauration du déclenchement immédiat d'un type erreur dans les expressions génératrices lorsqu'un objet non itérable est fourni. Et le GH 135326 qui est un rétablissement de la compatibilité de random get round bits dans les types int-like tels que Mumphy int 64. Bon, ça c'est le côté développeur pur. Mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est que cette version intègre aussi des correctifs de sécurité, dont des mises à jour du paquet Python 3-docs qui corrige plusieurs vulnérabilités. Alors accrochez-vous, il y a la CVE 2024 12718, la CVE 2025 4138, la CVE 2025 4330, la CVE 2025 4435 et enfin la CVE 2025 4517. Il faut vraiment mettre à jour. Python 3.13 va conserver évidemment des évolutions majeures, comme introduites depuis octobre 2024. Donc un REPL enrichi, un mode expérimental sans GIL, un prototype de compilateur JIT et des améliorations dans la bibliothèque standard et la suppression de modules obsolètes selon le PEP 594. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est que c'est complet comme article et le support, on l'apprend aussi que le support va être désormais limité à macOS 10.13 et plus. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont des Mac un peu vieillots, ça va être un peu plus compliqué. Avec la fin du support officiel d'Emscript 10 et une transcription de iOS et Android en Tier 3. Cette version corrective consolide la stabilité de la branche et marque surtout la volonté de l'équipe Python de répondre rapidement aux régressions tout en préparant les évolutions futures. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 28 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch, en particulier c'est les Python. Prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent dimanche. À demain, ou peut-être à tout à l'heure, j'ai peut-être une petite surprise, je vous dis ça.